Barissez les éléphants, vous êtes des éléphants. C'est le titre de l'ouvrage de ce collectif des jeunes d'une classe de première. On les avait reçus ici même, ils viennent d'un lycée de Bingerville, lycée garçon, je trouve le nom, lycée garçon, Nialega, Mémé, Jérémy de Bingerville. Ils étaient ici même, c'était une injonction, ou en tout cas une espérance, eh bien les choses se sont réalisées. Et ces jeunes-là doivent être les plus heureux. Je voudrais, pour ouvrir cette émission, faire une petite référence à ce bouquin que vous devez avoir, car à l'intérieur, il y a des choses qui étaient pas mal. La poésie peut aussi écrire l'histoire. Je vous en lis juste un bout, juste un petit vers. L'éléphant continental, c'est ce qui ouvre ce recueil de poèmes. Dans les couleurs du soleil et des terres déburnies, l'infinie épopée s'écrit, se lit, se vit, par ces ors gravés dans l'âme, où avance l'éléphant continental, de toute sa forme et dans l'éclat de ses rêves, de sa marche fougueuse, empreinte de fierté, quand la perte des lagunes résonne de chants enflammés, où avance l'éléphant continental. Voyez-vous, mesdames, messieurs, tout était là, tout était écrit dans le rêve de ces jeunes, dans la poésie de ces jeunes. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Bonsoir à Christelle. Bonsoir André, comment allez-vous ce soir? Ben ça va, on est plutôt... Ça fait un moment, on ne sait pas, on est transporté comme ça par la joie. Il y a une certaine atmosphère. Est-ce que quelque chose s'est passé dans le pays? On fait comme si on n'est pas... Oui, il paraît qu'on est 3 fois champion, champion d'Afrique. Bonsoir chez vous. Excellente fête de Saint-Valentin André. Et chez vous aussi, bon début de carême. Vous savez, Christelle... Très cher. Ce qu'on vous fait, enfin je ne vais pas dire qu'on vous fait subir, tous les soirs, vous nous voyez ici, nous sommes des hommes, nous sommes seuls avec Christelle. Il fallait qu'en ce jour de Saint-Valentin, on lui démontre tout notre amour. Et tous, nous avons un joli cadeau pour Christelle. C'est terrible. C'est l'amour de tous ces garçons pour Christelle. Mais c'est gentil, merci. Voilà. C'est gentil. Merci. On va mettre ça là, son joli bouquet. On le met, on le pose en bas. On le laisse juste à côté de toi. Voilà, les roses, on met juste à côté. Vous êtes C'est la Saint-Valentin et nous sommes des amoureux de l'amour. Et évidemment, on a voulu démontrer à Christelle, qui est notre dame de ce plateau, notre grande dame, qu'évidemment, elle représente toutes ces dames de Côte d'Ivoire qui apportent tant d'amour, tant d'attention à leurs compagnons. Et les compagnons aussi apportent beaucoup d'attention. C'est ce que nous, on a essayé d'être ce soir. N'est-ce pas, Élisée Bolouve? Oui, c'est important. Mais en tout cas, merci à vous, chers tous. Chers amis, merci beaucoup, c'est très touchant. Je suis surprise, mais en tout cas, ça me touche. Merci. Merci Élisée, merci Gérard, merci Herman, merci Marius, Daouda, merci. André Bois. Merci Christelle. Terrible. Alors, notre plateau est on revient et puis on fait les salutations normales. À tout de suite. Eh bien, vous le savez, depuis donc cette CAN, nous avons décidé de vous laisser comprendre les petits coulisses du sport. Et bien sûr, Gérard Tolman est commis à cela, Christelle. Exactement, et avec Gérard Tolman, tout de suite, sans plus tarder, le 6 minutes sport maintenant. Gérard, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Mais je n'avais même pas dit bonsoir tout à l'heure. C'est ça. Bon, bonsoir, après je saluerai les autres amis. Gérard, on a 3 points. On démarre avec ce point intéressant. Faye Emers et Roten se sont expliqués sur le point, sur les propos de ce que le consultant français avait dit. Tout à fait, ma chère Christelle. Les 2 hommes se sont expliqués. On se souvient que les propos de Jérôme Roten sur la CAN, dont il avait jugé le niveau catastrophique, autant sur le plan tactique que technique, cela avait amené le coach Faye à le piquer au vif, là, de façon personnelle et sur sa carrière. Eh bien, hier, les 2 hommes se sont retrouvés, voilà, et Jérôme Roten, lui, de clarifier les choses, de tirer vraiment cette affaire au clair. Il a dit, en substance, qu'il n'a pas attaqué la tactique de cette CAN, mais plutôt très clairement, sinon il a estimé qu'une CAN sans le Sénégal, sans le Maroc, sans l'Algérie, forcément, niveau technique, ça descend un tout petit peu. Parce qu'il faut donner l'explication, parce que ce qu'il disait, c'est qu'il considère que
étant donné que ces grosses écuries ont des joueurs qui sont techniquement... Et qui ne sont plus là. Qui sont à un haut niveau. Donc leur départ, effectivement, baisse le niveau technique global. Donc, quoi qu'ils le reconnaissent, que les équipes qui ont été là en huitième et en quart ont été méritantes, telles que le Cap-Vert, telles que l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Et puis bon, finalement, ils se sont entendus, ils se sont quittés, bons copains d'ailleurs. Ils se sont rappelés quelques petits souvenirs. Jérôme Roten taquinait comme ça, Faye Emers le dit, tiens, j'espère que tu as toujours les maillots que j'ai eu à te donner quand on a joué ensemble. N'est-ce pas? Donc voilà, qui finit très bien d'ailleurs. Très bien. Alors après cet épisode, on s'intéresse à Haller, notre Haller national, qui n'ira pas donc en Angleterre. C'est ça. Très souvent, quand il y a des compétitions majeures internationales sur le continent, cela amène les recruteurs à venir faire le marché, comme on dit d'ailleurs. Et puis, c'est bien tombé, cette CAN-là, c'était donc durant la période de mercato hivernal en Europe. Et du coup, les dirigeants de West Ham ont jeté complètement, carrément leur dévolu sur Sébastien Haller. Ils l'ont choisi pour être à la pointe et à la tête de leur attaque. Et pour ce qu'on a appris, il y a une grosse somme qui a été déboursée, une somme qui généralement ne se refuse pas. Mais bon, M. Sébastien Haller a estimé que lui, il veut se concentrer non seulement sur la CAN, et bien lui en a pris, puisqu'il a remporté cette CAN en étant décisif lors de la finale. Et il veut aussi rester au moins jusqu'au prochain mercato, cette fois-ci estival, en août prochain, dans son club Dortmund, alors que les deux clubs avaient déjà, eux, commencé à discuter. Sébastien Haller a, lui, émis un refus catégorique. Pour l'instant, en tout cas. Ah ouais. Affaire à suivre. Affaire à suivre de très, très près, comme on dit, ici à Abidjan. Et puis, un dernier point, c'est vous qui l'annonciez, qu'il y aurait 3 points. Le dernier, c'est cette équipe type de la CAN, sachant que le Canal Plus avait sorti son équipe type, l'équipe avait sorti son équipe. Tout à fait. Et là, c'est l'équipe officielle de la CAF de cette CAN 2023. Toute la presse spécialisée dans le foot avait, elle, sorti son équipe type. Chaque amateur de football aussi, les Ivoiriens. Bon, les Ivoiriens, ils auraient placé carrément dans le 11 type là, tous les Ivoiriens, mais il n'en est pas ainsi. Aujourd'hui, la FIFA a décidé donc de dévoiler l'équipe type de cette 34e édition de la CAN 2023. Donc, dans les poteaux, dans les buts, on retrouve évidemment Ronwen Williams, le gardien sud-africain. Sur le côté droit, on a Ola Aina. Sur le côté gauche, Ghislain Conan, l'Ivoirien. Et puis, défense centrale, nous avons Chancel Mbemba et Trostekong, meilleur joueur de la CAN. Au milieu de terrain, on retrouve 2 Ivoiriens. Nous avons Franck Kessié, nous avons Siri Jean-Michael et nous avons Tebo Mokoena, le Sud-Africain. Et puis devant, bien évidemment, on retrouve le meilleur buteur de la CAN, en l'occurrence, M. Emilio Nsoué. Voilà. Et puis à droite, on a un certain Ademola Lookman. Et puis à gauche, nous avons Yohan Wissa. Voilà pour l'équipe type de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Et puis le coach. Ouais. Le coach, notre coach, voilà, qui fait qu'on a 4 Ivoiriens. Il a été désigné comme le meilleur coach de cette édition-là de la CAN ici en Côte d'Ivoire. Je disais que vous avez bien fait de nous donner cette liste parce qu'on va en débattre tout de suite. On va décrypter tout à l'heure. On va décrypter avec nos amis, en tout cas Gérard Thomas. On vous remercie de ces infos fort utiles. Merci beaucoup Gérard. Alors on ferme la porte de 6 minutes sport, mais on reste sur ce plateau pour décrypter toujours l'actualité sportive avec la CAN. A tout de suite. Vous l'avez vu à l'instant, Gérard a parlé de cette liste, notamment de l'équipe type de la CAN. On vous a déjà commenté aussi tout ce qui s'est passé autour de cette compétition. On continue de le faire aujourd'hui avec l'ensemble de nos camarades ici sur ce plateau. Mais évidemment, on finira d'abord par dire que les éléphants, quelque part, les Ivoiriens, avec Faye Emers, dominent cette liste. Exactement. Alors, Élisée Bouloube, votre regard, on n'a que 4 Ivoiriens. On pourrait s'interroger de l'absence de Haller et de Adangra. Mais comment est-ce que vous l'observez, cette équipe? Vous savez, la problématique de désignation toujours des meilleurs joueurs du 11, de la CAN ou des différentes compétitions pose toujours problème, dans la mesure où les critères ne sont jamais édictés, donc on ne sait pas. Très souvent, bon, c'est l'organisation qui choisit ses joueurs. Sinon, comment je regarde, vraiment avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là qui sont bons, hein, chacun à son niveau, je pense que pour moi, c'était vraiment... Certains, vous pensez à qui Je prends par exemple Chancel Mbemba. Chancel Mbemba peut être dans ce 11 titulaire-là où Evan Ndika est absent. Ce n'est pas possible. C'est même pas, je me demande même sur quelle
critère, on a bien pu éjecter Evan Ndika de ce 11 de la CAF là. Evan Ndika, il a joué 90 minutes, 7 matchs. Et il a été performant sur les 7 matchs. Bon, on n'oublie pas qu'il a pris 4 buts. Peut-être que c'est aussi... Chancel Mbemba a pris combien? La Côte d'Ivoire. Attends. Chancel Mbemba a pris combien? Chancel Mbemba, la RDC en a pris combien? La RDC, on n'a pas pris. Ils ont fait 3 matchs nuls déjà. Non, je viens. Vous donner le truc. Ils ont fait déjà 3 matchs nuls. Oui. Ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire 1-0. Oui. Après ça, tout était des résultats plus ou moins positifs. Hein. Ben, pendant qu'on y est, donc on allait Ghislain Kounano. Parce que Ghislain Kounano, c'est dans cette défense-là qui a pris 4 buts. Non. Donc il n'y a vraiment pas de logique. Moi, j'estime quand on regarde sur la base... J'essaie de vous expliquer. C'est pas pour dire que je suis pour le choix de Chancel Mbemba. J'essaie de vous dire quels sont les critères qui auraient pu présider au choix j'ai parfaitement compris. Et moi, j'essaie d'apporter une réponse à ces critères-là. Je dis, bon, pendant qu'on y est, si c'est une question de but encaissé ou bien parce qu'on n'a pas été forcément efficace, donc Ghislain Kounano n'a même pas sa place. Il ne fait pas de cette défense-là qui a encaissé ces 4 buts-là. Est-ce que justement la différence avec Chancel, est-ce que n'a-t-il pas été peut-être décisif dans son équipe, capitaine de son équipe? Il a porté l'équipe jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas ce qui a fait la différence? C'est lui qui a raté le pénalty et puis ils ont perdu. C'est lui qui a raté le pénalty de la demi-finale et puis ils ont été éliminés. Donc il n'a pas été décisif. Est-ce que rater un pénalty, c'est quelque chose qui est... Voilà, mais qui empêche l'équipe d'être qualifiée pour la finale? Non, pas qualifiée, Élysée, qui ne... Rater un pénalty dans une séance de tir au but, je veux dire que ce n'est pas la même performance que de rester dans le match et empêcher les gens de marquer. Je suis d'accord. Maintenant, on a sur la question d'être décisif. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il a été décisif, en fait, pour qu'il soit là en réalité. Très bien. Voilà, donc ça, il y a quelque chose. Je finis avec Yohan Wissa, par exemple. Voilà, là, par exemple, ça, c'est un beau sujet. On me dira, par exemple, que je suis contre la RDC, mais franchement, excusez-moi, Yohan Wissa, c'est vrai, il a été vraiment impactant dans son effectif. Mais Yohan Wissa, la place qu'il occupe là, mais les yeux fermés, je mets en dégras. Les yeux fermés, ça, c'est même pas à discuter, en fait. Et je ne sais même pas qui a suivi la CAN du début jusqu'à la fin me dirait que je suis en train de faire quelque chose de faux. Donc, vraiment, pour moi, il y a des choses à revoir. Très bien. Écoutons Gérard. Bon, Gérard, vous avez un avis rapidement? Oui, c'est vrai. Mon cher Élysée, en fait, la réponse est dans la question que vous avez posée. Vous parliez tantôt de critères. Il y a une équipe en bonne et due forme au niveau de la CAF qui essaie de voir un peu ce qu'il en est de chacun. Ils attribuent même des points. Voilà, et qui attribuent des points. Donc, c'est eux qui décident de qui est dans cette équipe titulaire. Est-ce que les critères sont connus, Gérard? Non, en fait, fort malheureusement, on ne connaît pas les critères, voilà. Comme d'habitude. Mais quoi qu'il en soit, je crois que s'ils mettent là, si la CAF a mis là un joueur, c'est qu'il est méritant. Moi, par exemple, j'ai vraiment pas de souci avec la présence de Yohan Wissa, en tout cas dans le trio d'attaque, parce que j'ai estimé que... C'est là où je vais vous poser la question, comme je l'ai fait pour Élysée, c'est-à-dire que quand vous jugez les performances de Yohan Wissa et les performances d'Adingra, sur pratiquement le même poste, c'est un peu les ailiers, quand même, à ce moment-là, je m'interroge sur votre préférence. Ok. Yohan Wissa, c'est déjà 6 matchs en tant que titulaire. Et qui est vraiment extrêmement présent sur l'aile congolaise et qui est un leader technique, en tout cas de l'équipe congolaise. Par contre, Adingra, ça n'a commencé pour lui, me semble-t-il, à partir de 8e de finale. 8e de finale, sur lesquels, quand même, il a... Oui, il a été bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. 8e de finale, en termes de quart régularité, de finale, demi-finale et finale. Bien sûr, quand même, vu l'intensité des matchs, quand on monte vraiment vers la fin, je me dis que quand même, ces performances-là, dans ces moments-là, auraient pu quand même lui valoir... d'être sélectionné. Élysée veut rajouter un petit truc. Oui, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Oui, juste ce poste qu'il occupe, c'est soit un poste d'un buteur ou d'un passeur. Quand on prend ces deux critères-là, Adingra le bat à tous les niveaux. Adingra était meilleur passeur que lui, Adingra était buteur que lui. Donc sur cette base-là, je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier qu'on le mette là à la place d'Adingra, même si Adingra a commencé l'étape des 8e de finale. Mais justement, même, je pense que c'est là même justement qu'Adingra doit être dans l'effectif. Lui, il a joué moins de matchs, mais il était beaucoup plus performant que lui, en termes de but et en termes de passes décisives. Donc ça ne tient pas. On prend votre point, Herman Laboué. Est-ce que ce 11 de la CAF vous satisfait? Élysée l'a dit. Quand on voit un Ola Anna qui est dans ce 11-là, de côté du... C'est un monsieur que Adingra a fatigué, on a vu. C'est un grand défenseur, certes, mais Adingra a fatigué. Donc, du coup, Wissa, ce n'est pas les stars, je veux dire, que de cette compétition. Adingra, moins de matchs. Je pense peut-être que Aller et puis Adingra ont pêché parce qu'ils n'ont pas commencé, mais on devait pouvoir comprendre qu'ils sont commencés parce qu'ils étaient blessés. Non, sur, moins de matchs, ils devaient être présents. Moins de matchs, mais surtout que leur rentrée coïncide avec le réveil de la Côte d'Ivoire. Donc c'est dire leur influence quand même. Leur influence. Donc moi je pense que dans ce 11-là quand même, Aller et puis Adingra auraient pu être... Très bien. Marius, c'est vrai qu'on parle de façon aléatoire parce qu'on n'a pas les critères de la CAF. Mais est-ce que, selon vous, ça s'entend que Aller et Adingra ont leur place dans ce 11 de départ?
Ils l'ont dit, c'est vrai, si tu prends le gardien, ça souffre d'aucune ambiguïté. C'est le meilleur de l'histoire de cette CAN. Oui, qui joue à Mamelody Down. On a fait Sundown, pardon. Ola, c'est l'un des meilleurs défenseurs aujourd'hui à son poste d'Afrique. Mais quand on sait les difficultés, il a passé une après-midi ténébreuse face à un joueur comme Adingra. Est-ce parce qu'il a passé une après-midi ténébreuse face à Adingra? Est-ce que ça enlève en tout cas toutes ses qualités? Vous oubliez que nous jouons, la finale. Et une finale, véritablement, c'est les meilleurs qui se retrouvent à une finale. Et à la finale, on n'exprime que le meilleur de son football. Et à la matière, il a broyé du noir face à Adingra. À partir du moment où un joueur comme lui a été fatigué, pourtant c'est l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique à son poste, ben, je ne comprends pas pourquoi Adingra ne figure pas. Donc, si on a un gars, et là encore je rejoins Élisée qui proposait à la place de l'autre, montrez-moi encore Wissa, qu'on mette à la place de ce dernier un monsieur comme Ndika qui a été un roc. Un véritable rock de la place de Chancel. À la place de Chancel. Chancel qui n'a véritablement pas brillé au cours de cette CAN. Véritablement par rapport à tout ce qu'on savait de lui. En tout cas, il était très diminué au cours de cette CAN. Si on veut même sur la logique de la CAF, le meilleur jeune joueur, oui, qui a le meilleur passeur. Le meilleur passeur, reconnu par la CAF. Il doit être parmi. Ah oui, ça se s'entend quand même. Je pense que c'est la révélation. Il n'est pas le meilleur passeur, je pense qu'il est le meilleur jeune joueur. Le deuxième meilleur passeur. Deuxième meilleur. En plus, en fait, ses performances, comme je l'ai rappelé, parce que là où le meilleur passeur a 3 passes, Adingra en a 2, quoi. Enfin, à un moment... Bon, en même temps, enfin là, c'est une hypothèse, hein, c'est pas forcément peut-être ce qui a tourné dans l'esprit de ceux qui ont sélectionné cette équipe au niveau de la CAF. Peut-être se sont-ils dit, le jeune homme a juste 22 petites années, ok, et il a été élu meilleur. On va pas lui faire un procès en jeunesse. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc du coup, ils se disent qu'il y a encore une marge, ça arrive, il y a des années qui viennent. Peut-être sera-t-il un jour ballon d'or. Peut-être aussi les critères sont basés sur les questions de passes, nombre de passes réussies, nombre de fautes commises. Oui, on ne peut qu'imaginer. En tout cas, écoutez Daouda sur ce point, messieurs. Allez-y, Daouda. Moi, j'ai écouté pratiquement tout le monde sur la question. Je pense que tout le monde, dès l'entame de tes propos, tu l'avais dit, si ça ne dépendait que de nous, je pense que cette équipe type-là serait composée que d'Ivoiriens. Et comme c'est une coupe, c'est un tournoi africain, je pense que tout le monde devait véritablement, on devait trouver des qualités dans chaque pays. Parce que s'il y avait une coupe au niveau continental, ce sont ces personnes-là qui allaient défendre les couleurs du continent africain. Donc, souffrez qu'il n'y ait pas Adingra. Emilio Soué, aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le meilleur buteur de cette CAN. Aller n'a marqué que 2 buts. Voilà. Moi, je m'arrête à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les débats. Adingra ici, comment on appelle ça, Kosonou, là. Franchement, avançons. C'est l'équipe de la CAF. Comme vous ne vouliez pas rentrer dans ces débats, nous, on est d'accord. Mais de nous dire de souffrir, sachant que nos arguments sont des arguments quand même assez pénibles. Parlons de Haller. Parlons de Haller. Haller, il envoie le ballon qui provoque le pénalty face au Sénégal. C'est-à-dire qu'il est décisif. La passe décisive pour Pépé. Haller est décisif sur la demi-finale contre la où il marque lui-même l'unique but de la partie. Il est décisif, il marque le but qui nous permet de gagner en finale. Bon, excusez-moi, et sans oublier son abattage face au Mali, là où la Côte d'Ivoire était à 9 contre 11, à 10 contre 11. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on lit quand même la performance globale de Haller, quand même, pour quelqu'un qui a marqué 5 buts, on sait qu'il y en a eu 2 face à une équipe de Côte d'Ivoire qui avait complètement perdu ses repères. Excusez-moi, ce n'est pas la plus grosse des performances, quoi. Parce que si on en avait mis 2 face à la Guinée, je veux dire, en 8e de finale et qu'ils avaient même perdu, là encore, j'aurais dit, OK. Mais dans un moment aussi, analysons quand même en fonction de l'intensité des matchs. André, au-delà de tout ce que tu es en train de dire, que dit l'histoire? L'histoire retiendra que Emilio Soué a marqué 8 buts pendant la CAN 2020. 5 buts. 5 buts pendant la CAN de Total Énergie de 2023. Ça, ce sont les faits. Maintenant, que Haller se soit battu, qu'il a été décisif, ce n'est pas ça qu'on regarde. On a besoin d'un attaquant qui marque. Son rôle, c'est de marquer. Il n'a pas marqué. Quand on fait la comparaison, c'est Emilio Soué
qui est, même si j'adore Alain, mais franchement, là, c'est Emilio Sué avec ses 5 on est minutes. d'accord, c'est On votre... prend un dernier point avec Élisée. Oui, on va avancer. comme André l'a dit, c'est le droit de Daouda, en tout cas, de ne pas vouloir entrer dans le débat. Mais je crois que là n'est pas la question. Aujourd'hui, on est en train de parler, je pense quand même qu'on est tous quand même spectateurs, on voit un peu. Il y a des noms qui ont été dit qui ont été présentés sur les 11 là, qui ne font l'ombre d'aucun doute. Tout le monde s'est pratiqué. Mais quand tu prends Thébo Mokoena, moi je viens parler de Thébo Mokoena, il était le meilleur à son poste, ce Sud-Africain là. Même Trost Ekong, il était même élu meilleur joueur du tournoi. Ça dit que ça fait l'unanimité. Mais à certains, et c'est ça le problème des grands tournois. Vous voyez par exemple, c'est ça le problème des grands tournois. Vous vous rappelez par exemple le mondial 2006, je pense. Avec Zidane. Zidane qui survole toute la compétition, qui revient derrière de retraite et qui survole toute la compétition. Et à la surprise générale, on nous dit que c'est Cannavaro qui est le meilleur. Non, Élisée, c'est pas une surprise générale. C'est pas une surprise générale. Attendez. J'explique pourquoi c'est une surprise générale. C'est pas une surprise générale parce que l'Italie a gagné la finale. C'est ce que tu veux dire. Mais on ne peut. Moi, je pense. Il y a un autre fait dont je veux parler. Mais je pense qu'on ne peut pas être logique pour une compétition où une équipe qui doit remporter la coupe joue 7 matchs et que ce soit sur un match qu'on désigne ce joueur-là comme le meilleur, alors que tout le monde est unanime. Tous ceux qui avaient des yeux pour regarder cette Coupe du Monde-là sont unanimes que Zidane a su voler la compétition. Alors, ça peut nous... Enfin, on peut s'interroger, Gérard. Est-ce que, justement, les organisations internationales de foot n'ont pas les critères que nous n'avons pas, justement? Ils ont leurs propres critères, ils jugent à leur façon. Est-ce qu'on ne fait pas de faux débats là? Bon, il y a aussi des critères, bien évidemment. Il ne faut pas penser qu'ils se lèvent comme ça le matin. Quels sont ces critères-là, si vous les avez? Il y a des critères, par exemple, les critères sur le ballon d'or. Il faut que vous soyez fair play, il faut que vous ayez un certain rayonnement. On peut en citer comme ça, justement, à l'appel. Mais je veux revenir. Sur Élisée, rapidement, et on va avancer. Élisée disait tantôt, Zidane a survolé 2006, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Zidane il serait resté dans cette rencontre contre l'Italie, même en ayant perdu, il aurait glané le ballon d'or. Sauf que Zidane donne un coup de tête, le fameux coup de boule. Rouge. Et derrière, il y a un carton rouge. Et du coup, ça efface toute la grande compétition qu'il a faite. Moi, je dis très clairement, la FIFA s'est dite, si M. Zidane n'avait pas donné ce coup de boule-là, il aurait eu le ballon d'or. Très bien, même si la France avait perdu. Oui, même si la France perdait. Même si la France perdait. Très bien. Parce que on a aussi l'exemple de 2010 avec comment il s'appelle, Iniesta. Iniesta qui marque le but, qui donne la victoire et qui a survolé la compétition. Mais le ballon d'or est reparti à Messi. Il y a tellement d'exemples comme ça. Donc on va faire quand même un petit tour avant de recevoir notre invité qui veut partager avec nous son expérience de la CAN. Il s'agit du maire de Genoula qui sera avec nous dans un instant. Dites-nous, on ne retrouve pas quelqu'un comme Osimhen. Vous dites quoi? C'est un peu normal. Herman Laboire. Quel est votre avis là-dessus? Herman d'abord et puis... Moi, je pense Osimhen, c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup plus sur les buts. Finalement, il a fait jouer ses coéquipiers. Où on l'attendait, on ne l'a pas forcément vu. Là, moi, je crois que sur le cas Osimhen, la CAF a totalement raison. Il ne fait pas partie de cette équipe type-là. Il ne doit pas Très bien. partie. Daouda? Bon, en fait, Osimhen, pour quelqu'un qui est ballon d'or africain, là où on l'attendait, on ne l'a pas vu là. C'est vrai qu'il a aidé ses camarades, ils ont marqué des buts, un peu comme Alain, comme dont tu parlais. Vous dites c'est vrai qu'il a aidé parce que Osimhen, même avant, quand le Nigeria arrive en finale, tout le monde parle d'Osimhen par rapport à son abattage, par rapport à c'est ce que j'ai dit justement. Mais au-delà de tout, je pense que le critère primordial pour le choix de l'attaquant de pointe, ce sont les buts. Et les faits sont clairs en la matière. Emilio Sué a 5 buts. Combien de buts Osimhen a? Combien de buts Alain a? C'est ça. Voilà, donc clairement, est-ce qu'il faut... En demi-finale et en finale. Voilà, faut-il faire un débat sur le choix de l'attaquant, même si les autres points, on peut faire une petite discussion dessus. Mais bon, moi je trouve que Emilio Sué, il est à sa place parce qu'il nous a sacrément humiliés. C'est vrai qu'Osimhen est très critiqué pour sa non-brillance à la CAN. Durant toute cette compétition, n'a pas brillé de mille feux. Il était véritablement attendu. Malheureusement, de toutes les rencontres du Nigeria, comment pouvons-nous comprendre que c'est plutôt Ekong qui est déclaré dans son équipe meilleur buteur, qui est lui qui est d'ailleurs un défenseur. Ce qui veut dire que quelque part, il n'a pas pu véritablement se démarquer
hein, de toutes les défenses qu'il a eu à rencontrer et encore plus avec la défense de la Côte d'Ivoire à la finale. Très bien, on est bon là-dessus. Vous voulez réagir sur Osimhen? On reçoit justement notre invité. Oui, non, moi je pense que je partage un peu l'analyse des uns et des autres. Si c'est vrai qu'il a commencé la compétition tambour battant, mais il a commencé à s'éteindre un peu à partir des quarts de finale, des demi-finales. On a senti qu'il a... Bon, après le 8e de finale monstrueux face au Cameroun, après il a commencé vraiment à s'éteindre progressivement jusqu'à ce qu'en finale il traverse vraiment le match, quoi. Très bien. Petite seconde avec vous, Gérard, avant de recevoir rapidement. On attendait tellement Victor Osimhen, on l'attendait tellement, ça aussi c'est une grosse pression. Donc il a joué comme il a joué pour ouvrir des brèches à ses coéquipiers. En tout cas, en même temps aussi, il faut juste comprendre que cette compétition a été d'un niveau quand même assez élevé. C'est vrai que Gérard, tout à l'heure, nous disait que notre coach et l'autre consultant sont tombés d'accord. Ça veut dire aussi que finalement, l'absence d'un certain nombre de cadors démontre aussi que le niveau était très élevé. Très élevé, et que finalement, ceux qu'on pouvait penser être des petits poussés ont réussi à prendre leur place dans cette équipe type. La CAN, c'était une belle fête. Tout le territoire ivoirien était inondé par l'allégresse, la joie, etc. Lui, il est maire d'une petite commune. Député maire, pardon. Ah non, il n'est plus maire, il est député, pardon. Ouais, ça passe vite. Non, parce qu'il était député maire. C'est ça, exactement. Sauf qu'il est désormais que député. Voilà. Et comment il a vécu cette compétition? Comment il a regardé justement la façon dont les Ivoiriens se sont organisés? On va parler de ça avec lui. Exactement. Bonsoir, honorable. Merci d'être là. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'honorable JBJ Vami Olivier. Bonsoir. Vous êtes député de Zenoula. Et avec vous, on parlera un peu de ce qui s'est passé dans votre circonscription et puis votre regard sur ce sacre, le 3e des éléphants. Merci. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir honorable. Permettez-moi, en entame de mon propos, déjà de féliciter le président de la République qui a donné les ordres pour organiser cette belle compétition. Féliciter aussi tous les organisateurs et surtout féliciter notre vaillante équipe et tous les Ivoiriens, tous mes compatriotes qui ont été derrière notre équipe. Vous n'en demandez pas. Justement, non, mais je le dis à dessein parce qu'il y a eu Vous aimez appeler les Ivoiriens les Ivoiriens, ça c'est votre combat. Oui, tout à fait. Bien. Bon, on y reviendra un autre jour. Il n'y a pas de souci. Parlons un peu maintenant de comment ça s'est passé. Non, parce que là il m'offre une petite perche. Oui, André. On parlait de changer d'appellation parce que, par exemple, ça peut nous rendre pâteaux, machin. Mais on n'a pas eu besoin de changer les éléphants pour que finalement on gagne cette coupe. Donc, voyez-vous, est-ce que c'était totalement nécessaire? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir la prochaine fois. Mais une chose est sûre, donnez-nous votre avis sur comment vous avez jugé, comment vous avez vécu dans votre localité et aussi votre observation de tout ce qui s'est passé depuis le 13 janvier. Bon, comme sur tout l'étendue des territoires, c'était la liesse populaire, c'était une belle fête populaire. Comme je le disais, je suis très fier de tous mes compatriotes qui ont été vraiment résilients, qui ont eu la foi, qui ont subi des moqueries, qui ont subi des railleries, mais pour autant, ils ont gardé un super bon comportement. C'est cela. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'on a réussi la CAN de l'hospitalité. Parce qu'il y avait quand même pas mal de tensions. On a eu quand même quelques revers au début de la compétition. On n'a pas douté. On a continué à plier le genou, à prier. Et puis, je pense que Dieu a fait grâce. Mais à Zenoula, ça s'est passé comment? À Zenoula, spécifiquement, comme il y avait des fan zones. Il y avait une fan zone à Zenoula, mais pour vous dire la réalité, je n'étais pas à Zenoula, j'étais à Washington pendant le début de la compétition. Et je peux vous dire que même à Washington, on a eu des soutiens. J'étais avec des amis congressmen et sénateurs. Je peux vous dire comment on a Vous avez les échos quand même de la terre natale. Bien sûr. J'étais en contact permanent avec mes populations à Zenoula, mais aussi celle d'Abidjan, parce que je suis député de la nation également. Clair, donc, je suis un peu partout sur l'étendue du territoire, mais Zenoula, comme à l'instar de tout le territoire, la fête a été très belle et on a vécu d'énormes émotions. Je pense que personne ne peut redire là-dessus. Comme je vous ai, j'ai pensé à un... Parce que pourquoi il était important qu'on vous invite? On a parlé tout à l'heure du changement de nom, Ivoire. Vous êtes vraiment, parmi les hommes politiques qu'on reçoit ici, celui qui pense qu'il y a un certain nombre de propos qu'on peut tenir qui finalement agissent. Cette affaire-là, Herman s'était justement prononcé là-dessus, cette affaire de on vaut rien, on a gagné, machin, tout ça, ça vous a interloqué? Il y a des choses comme ça qui vous ont laissé un peu interrogateur? Bon, je pouvais comprendre que certains supporters débités après la seconde défaite aient pu, pour exorciser un peu leur douleur, aient pu proférer ce genre de propos.
ça se comprend. Ouais. On peut se faire de l'autodérision. Mais ce qui m'a choqué, c'est que certains officiels, certains ministres que je ne voudrais pas citer, se sont appropriés ce slogan. Ouais. Et je trouve que ça, par contre, ce n'est pas approprié. Ce n'est pas du tout approprié. Et à ce sujet, je voudrais féliciter le ministre Koné Bruno qui a dû rappeler un peu tout le monde à l'ordre. Et saluer aussi l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, qui a relevé le fait qu'on doit être fier aussi de notre entraîneur qui est un national et qu'il faut compter sur les nationaux. J'espère que j'aurai un mot à dire aussi à ce sujet. Non, bien sûr, on peut commencer à tout dire. Par principe... Oui. Justement, on revient là-dessus pour dire le scénario tel qu'il s'est passé. Après, je vous laisse la parole. Tel qu'il s'est passé, on avait donc un expatrié qui avait cette équipe, et puis la belle histoire que vient écrire l'Ivoirien. Vous jugez ça comment? C'est la preuve que le national, tout court, peut agir, ou bien le national compétent? Enfin, c'est quoi? Comment vous analysez ça? Moi, je pars du principe que c'est beau pour tous les pays, que quand vous avez une équipe nationale, de l'entraîneur jusqu'aux joueurs doivent être des nationaux. Si on a des pilotes d'avion ivoirois, on a des ingénieurs ivoirois, ce n'est pas un entraîneur ivoirrois que nous ne pouvons pas avoir. Vous êtes un peu rebelle, non? Oui, je suis un peu rebelle. Moi, ivoirien. Ok, voilà. C'est par habitude, vous allez garder ivoirien. Je vais garder l'habitude ivoirien. Mais vous savez, bon, on reviendra là-dessus. Donc, j'estime qu'on a assez de compétences et la preuve en est qu'avec un sélectionneur national, on a pu remporter la coupe. Je pense qu'à ce niveau de compétition, tout le monde a du talent, tout le monde est compétent. Ce qui va faire la différence, je pense, c'est le patriotisme. C'est là où j'ai apprécié les propos de Samuel Eto'o qui dit prochainement qu'il va faire sa sélection. Il va faire une évaluation, un test de patriotisme. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Nos joueurs ont eu vraiment un sursaut patriotique. Ils ont été hués, ils ont été conspués parce que, c'est vrai, après la seconde défaite, tout le monde était un peu triste. Néanmoins, ils ont reconnu leur part de responsabilité. Ils n'ont pas lâché et ils ont continué, ils se sont réveillés et ils nous ont apporté cette magnifique victoire. Très bien. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on puisse comprendre un peu réanalyser votre regard sur ce phrasé « on vaut rien, mais on est qualifié » dont vous avez parlé. Herman a fait un post là-dessus. Est-ce que ce n'est pas justement l'autodérision des Ivoiriens? Vous en parlez, certes. Cette autodérision qui dit on s'est moqué de nous, on vous avait dit qu'on était les derniers de la classe, mais finalement, nous sommes là à la place qu'on a. Est-ce qu'il ne faut pas avoir ce regard-là et ne pas le traiter au premier degré? Réaction? Non, comme je disais, ça pouvait se comprendre de la part des supporters un peu débités après la défaite qu'on avait essuyée. Même après la victoire, le chant continue. Non, mais justement, c'est là où le drame se situe. Pour moi, ça n'avait plus lieu d'être. Parce que c'est une manière... En fait, même si excusez-moi, juste pour reprendre la question d'André, pour bien comprendre, c'est le phrasier en lui-même ou c'est qui chante le chant qui vous gêne? Les deux. Arrivé à un moment, je pense qu'on peut se faire de l'autodérision, mais vous savez, le football a tellement d'impact, tellement d'influence, et que ça peut impacter même les enfants. Dire on ne vaut rien et on est qualifié, se satisfaire de dire on ne vaut rien, alors qu'on ne vaut pas rien, ça c'est une chose. Honorablement, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'en réalité, c'est une phrase un peu elliptique. Vous savez, la phrase, en réalité, elle est beaucoup plus longue. La phrase, c'est vous dites qu'on ne vaut rien et on est qualifié. En fait, je pense que c'est ça. En fait, qui dit? Parce qu'évidemment, quand on prend 4-0, excusez-moi, les autres ne vont pas dire qu'on est fort. Ce sont des Ivoiriens qui l'ont dit. Ce n'est pas des autres qui l'ont dit, c'est nous-mêmes. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas jugés en fonction justement des réactions des autres nations pour dire que la Côte d'Ivoire est la dernière de la classe? Est-ce que même l'honorable sait dans quel contexte cette phrase a été prononcée au moins? Bien sûr. C'était de quoi le contexte? Le contexte, c'est après une défaite. Laquelle des défaites? De mémoire, le 4-0. Justement, c'est là où vous trompez lourdement. C'était la première défaite. C'était la première défaite contre le Nigeria, 1-0. C'est là que les gens ont chanté on n'a pas gagné, on s'en fout. On s'en fout. Non, ça c'était autre chose. Et après ça, après la défaite, si vous avez bien remarqué, vous avez bien suivi la chronologie des faits, les Ivoiriens étaient très remontés. On a même vu des supporters lapider des joueurs. Donc ce n'est pas à ce moment-là que la chose rentre dans son contexte. C'est après le match contre le Nigeria. Mais finalement, le contexte que vous oubliez, c'est qu'on était dans un contexte sous-régional où tous les autres pays qui étaient autour de nous agressaient la Côte d'Ivoire, se moquaient de la Côte d'Ivoire. Donc en retour, les Ivoiriens, pour se remobiliser, pour se redynamiser, ils ont donné cette expression-là. Je pense que c'est contextualiser. C'est vous qui devez contextualiser, parce que je vous dis déjà, effectivement, comment ça s'appelle il y a eu, je l'ai dit en entame de mon propos, nos joueurs ont été fustigés, ont été lapidés pendant la seconde défaite de 4-0.
effectivement. Mais avant ça, on voyait, on s'en fout. C'était des supporters débités qui l'ont proféré. Ce n'est pas parce que ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des Sénégalais qui ont dit on voyait, on s'en fout. Ce sont des Ivoiriens, des Ivoiriens qui ont dit on voyait, on s'en fout. Moi, je peux le comprendre sur le coup de la douleur. Parce qu'en fait, c'était une manière de dire à nos joueurs, bon, vous ne valez rien, mais vous n'allez pas enlever notre joie et notre envie de continuer à regarder la CAN. C'était un message un peu comme moi j'avais compris dans ce sens. Mais continuer à prendre ça, à en faire un slogan. Même si c'est pour narguer les autres, je trouve que c'est un slogan inapproprié. Même si c'est pour narguer, parce que vous dites que la réalité, oui, attendez, il n'avait pas terminé. Je voulais dire simplement, j'étais le premier à appeler sur les réseaux sociaux à l'humilité. Ne pas tomber dans ces travers de nargage, ces travers de moquerie, de rester concentré, de rester humble, parce que la Providence nous a appris que c'est par l'humilité qu'on peut se relever. Parce qu'on est arrivé avec nos grands chevaux, après la première victoire, on était un peu arrogant, on racontait beaucoup de choses. Et il a fallu qu'on aille se relever pour que les gens rentrent en eux-mêmes et apprennent un peu de l'humilité. Et vous pouvez voir que sur tous les réseaux sociaux, tout le monde a repris en cœur, on est humble, il faut être humble. À quel moment il faut arrêter d'être humble? Donc l'humilité, je pense que c'est ce qui nous a permis de réagir. Ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on nous demande de contextualiser un phrasé, comme on le dit. Mais moi, je pense qu'il faut certes contextualiser, mais il ne faut pas conceptualiser. Parce que le problème, c'est qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez regardé le Mardi Gras qui s'est célébré hier. Il y a des enfants qui ont scandé, on vaut rien, on est qualifié. Et c'est ce qui nous faisait peur. Nous, on connaît quand même la dérision, l'autodérision que les Ivoiriens sont dans laquelle les Ivoiriens sont forts. L'opinion. Voilà, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, le football est un grand vecteur d'éducation. Donc, à travers le football, les messages qui passent, les gens prennent cela pour faire des cas d'école. Et c'est ce qui faisait peur. Mais quand Daouda dit, par exemple, que c'était contre le Nigeria, non. Ça a commencé après les 4-0, effectivement. Parce qu'après les 4-0, lorsque finalement le Maroc nous a qualifiés, ils ont commencé à dire qu'on ne vaut rien, mais on est qualifié. Très bien. Ce que Daouda dit, et on va lui donner... Et puis la phrase... Ce que Daouda dit, et on va lui donner grâce, c'est qu'effectivement, dès le match face au Nigeria, les Ivoiriens ont déjà commencé à dire... On a perdu, mais on s'en fout. Ça, c'était déjà le début, donc ce n'est pas après. Après, il y a eu une amplification avec le on ne voit rien. Ça, c'est la réalité des faits. Oui, mais la phrase, je vois qu'on essaie d'arranger, je dis qu'on a perdu. Non. La phrase qui choque, et ce n'est pas le reste, c'est qu'on dise qu'on vaut rien, on est qualifié. Or, les Ivoiriens ont fait montre devant les Sénégalais pour gagner. Ils ont gagné après... Au fur et à mesure, ils se sont battus pour gagner. Donc, c'est une équipe qui est forte. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que cette équipe-là, c'était une équipe qui allait arracher quelque chose. Et pas parce qu'elle ne valait rien, parce qu'elle avait des aptitudes. Permettons à Daouda et à Élisée de réagir. Daouda, rapidement, et ensuite Élisée. Bon, rapidement, sur la question, moi, je veux dire qu'il est important de connaître l'autodérision des Ivoiriens. Parce que, en entendant les gens sur le plateau, on a l'impression que les Ivoiriens sont à la limite des idiots. Non, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Généralement, on le prend pour aller au-devant de grandes luttes et d'autres obstacles. Donc, il ne faut pas s'arrêter au premier degré. Alors, deuxième, troisième, quatrième degré. Sinon, s'arrêter au premier degré, ça veut dire que les Ivoiriens sont des idiots. Et non, on n'est pas des idiots. Oui, mais Daouda, la population est constituée de gens qui comprennent au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré. Donc, quand tu parles, il faut tenir compte de tout cet aspect-là aussi. Donc, quelque part aussi, ce qu'il dit s'entend. Et moi, je soutiens. C'est-à-dire, à un moment donné, on est d'accord. On peut comprendre que dans un contexte précis, dans un moment donné, on a pu tenir de tels propos. Mais aujourd'hui, après qu'on se soit qualifié, après tous ces efforts que les uns et les autres ont dû faire, on ne peut pas continuer à tenir de tels propos. Pour moi, c'est pas juste. On comprend. Marius, rapidement. Non, mais c'est assez clair. C'est assez clair. Vous êtes partisan de nos amis de... Absolument. De côté. Très bien. Au final, nous avons fait montre de compétence, et de dynamisme, de témérité pour aboutir à cette finale et la remporter. Je voudrais surtout, permettez-moi qu'il reste, parce que tout à l'heure, quand on revient, il va rester un moment avec nous. Cette affaire de patriotisme, j'aimerais qu'on en parle un peu. Parce que si vous voulez me dire que la Gambie ou la Zambie n'a pas été patriotique, on va en parler tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour ici même sur le plateau de votre émission préférée. Cette émission, on peut comme ça le clamer, est une émission qui est rentrée dans les habitudes, dans les mœurs. Vous l'aimez parce que ça traduit la Côte d'Ivoire diverse, la pensée, la démocratie, la liberté d'opinion et surtout, et vous y tenez, on le sait, le respect des opinions, le respect justement des uns et des autres. Et nous sommes toujours heureux de nous battre ici même pour faire gagner
La bataille des opinions, Christelle. C'est pas toujours très évident, mais on y arrivera. Et je voudrais juste vous dire qu'on restera... C'est juste quelques jours, on parlera encore de la CAN et puis après on shiftera étape par étape sur l'actualité sociale et politique, évidemment. Absolument, il y a beaucoup de choses à dire. Même là, tout à l'heure, juste après ce que nous sommes en train de dire dans quelques oui, l'actualité politique, exactement. L'actualité politique, aussi, mais surtout l'actualité sociale, parce que demain, c'est la journée mondiale en faveur, justement, des enfants qui souffrent des cancers. Donc, on en parlera avec une invitée, elle se bat, c'est une dame qui a décidé de prendre à bras-le-corps le combat. On parlera avec elle, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, hein, on est tout content, mais on parlera avec elle. Et ce n'est pas notre invité, l'honorable JBJ Olivier, qui nous dira le contraire. Il sait que la vie sociale est chargée d'autre chose, on en parlera. Mais pour le moment, Christelle, pour l'instant, nous sommes en plein dans notre petit nuage, hein. Donc, permettez qu'on rêve encore un peu, voilà, qu'on navigue encore dans ce nuage de la CAN et on reste là-dessus. Alors, on a débattu sur il ne fallait pas dire, il fallait dire. Ce qui est sûr, la CAN est passée, nous avons gagné. Voilà, et je sais que les Ivoiriens savent faire la différence. C'était de façon populaire, juste pour rigoler, faire de l'autodérision, mais ce n'était pas un concept qu'on voulait installer. Voilà, c'est tout gros, il y a eu un peu de tout. Voilà, il y a eu un peu de tout. Des choses moins bonnes, des choses un peu plus bonnes. Mais finalement, il faut tirer les conclusions de Exactement. Et là, c'est bien que nous ayons un député de la Nation, les amis. On va débattre un peu très rapidement avec lui, 5-10 minutes. La question de l'héritage de cette CAN. Exactement. Bon, les infrastructures de route, etc., on sait ce que ça va devenir, les infrastructures hôtelières, etc. Mais que vont devenir les infrastructures sportives, ces villages CAN, ces stades de foot? Est-ce que vous y pensez un peu, très cher député de la Nation, de ce que l'État devrait faire après cette CAN? Et comme vous l'avez dit, ces infrastructures peuvent être réutilisées. Il y a plein de pays de la sous-région qui n'ont pas ce type d'infrastructure, à qui on peut même attribuer encore une CAN et peut-être ils vont nous solliciter pour les aider. Donc, il se peut qu'on fasse une CAN conjointe très prochainement avec un autre État qui n'aura pas la capacité que nous avons d'organiser un tel événement. Et les stades ne sont pas dédiés seulement au football. Il y a les pistes d'athlétisme, il peut y avoir des compétitions d'athlétisme, il y a d'autres sports qui peuvent être promus par ces infrastructures. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ces infrastructures. Voilà, ça peut servir aussi d'endroit de spectacle. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être... Très bien. Alors, Élisée Boloubeu, dans l'intervention du Premier ministre hier, il a parlé en fait du programme à venir. Hein. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a pas mal de projets comme ça qui arrivent pour que justement ces infrastructures-là puissent vivre. Oui, déjà même le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, dans le point de presse du Conseil des ministres, puisqu'il y a un Conseil des ministres aujourd'hui, a dit que ça a été à l'ordre du jour des échanges avec le président de la République, qui a donc demandé que très rapidement on puisse lui faire un état des lieux de ce que vraiment va être ces infrastructures-là. Et donc le Premier ministre, en réponse déjà au président de la République, a dit qu'il y avait déjà un ensemble d'initiatives qui étaient en cours et que donc ils allaient recourir au chef de l'État pour son arbitrage, pour ce que sera effectivement la conduite à donner à ces infrastructures. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la réflexion se poursuit. Maintenant, sur la question de l'héritage, que je pourrais qualifier d'immatériel pour moi, c'est vraiment cette unité et cette cohésion qui a été retrouvée tout au long de la CAN et qui a permis à tous les Ivoiriens, tous bords politiques confondus, toutes religions confondues, de se retrouver ensemble et de vivre vraiment une passion commune. Ça nous a permis de comprendre que nous avons quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, qui pour nous est l'essentiel, c'est-à-dire notre nation, notre pays. Il peut arriver des divergences de point de vue d'opinion, mais ça ne doit pas prévaloir sur cet intérêt commun qu'on a, c'est-à-dire notre nation. Et quand on entend Élisée, on pense aussi à ce qui s'est passé en Guinée équatoriale et au Gabon, où les infrastructures sportives ont finalement été pratiquement à l'abandon. Comment vous réagissez face à toutes ces informations, l'action du gouvernement et ce que vient de dire aussi le député? Moi déjà, que le gouvernement ait choisi de faire en sorte que les centres, les zones d'entraînement des différentes nations soient dans des écoles ou bien des institutions qu'on peut utiliser. Je pense que ça a déjà été rénové. Parce qu'au niveau lycée classique, par exemple, lycée technique, un beau terrain, l'école de police, ces terrains-là vont être utilisés pour les élèves. Donc je pense que ça va permettre déjà de protéger ces infrastructures-là. Maintenant, pour les grosses œuvres comme les différents stades, moi je pense qu'on a un championnat ici. On a vu que les Ivoiriens, en fait,
cherchaient l'argument pour aller au stade. Ça veut dire qu'ils aiment aller au stade. Il faut que ceux qui managent le football ivoirien, qui managent les sports et autres, là, fassent en sorte que les événements sportifs soient vraiment des événements sportifs pour que le public soit toujours présent. Parce qu'on a vu que les gens n'ont pas résilié, ils n'ont pas hésité un seul instant pour aller dans les stades. Ça veut dire qu'ils ont cette culture de fréquentation des stades. Il faut pouvoir les motiver. Je pense que ceux qui managent le sport en Côte d'Ivoire doivent pouvoir travailler dans cela. Parce que les stades, s'il n'y a personne au niveau des stades, ça va, bien entendu, ces infrastructures peuvent mourir. On a vu ça ailleurs. On parle d'infrastructures, mais essayons de regarder aussi les cités Cannes. Hein. Il y a eu tellement de débats sur ces cités-là. Pour vous, comment est-ce qu'il faudrait les réorienter pour ne pas qu'elles meurent, justement? Ben, écoutez, d'abord, même pour parler encore des cités Cannes, il faut revenir d'abord au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une fédération ivoirienne de football qui véritablement se mette au travail. Parce que la passion des Ivoiriens... Le football que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce football que nous recherchons. Pour que la masse populaire, le football, voilà, draine du monde dans les stades, il faut bien qu'il y ait une bonne production de football, de jeu. C'est le jeu qui amène les populations à aller vers le stade, au stade, à payer la billetterie, à payer des tickets pour assister à de très bons matchs de football. Si d'ordinaire, nous continuons à patauger dans notre football que nous pratiquons comme si nous étions au village, hein, le football de Mathusalem, mais ce championnat national n'est pas attrayant, il faut le dire de façon claire et distincte. Et c'est en cela que nous mettons véritablement à l'étrier les responsables de la Fédération ivoirienne de football. Oui, mais en même temps, Marius, quand vous qualifiez le championnat national de championnat qui se passe au village, c'est un peu non, c'est un championnat comme cela se jouait dans nos villages. C'est cela qu'il faut... Non, il faut être réaliste. Un joueur qui est payé à 10 000 francs, voilà les joueurs de l'Asie d'Abengourou, chez moi-même à Abengourou, qui réclament, ne serait-ce que leur salaire, 4 mois d'arriéré de salaire. Et pourtant, la Fédération ivoirienne de football paye régulièrement sa quote-part aux équipes, aux clubs de D1. Alors, comment se fait-il qu'au moment où la Fédération ivoirienne de football s'acquitte de ses obligations, des clubs se permettent de ne pas payer à la dimension de leurs efforts les joueurs? C'est inacceptable. Très bien. Et donc, on n'aura pas de football convenable. Ça va se régler. 85. Daouda, vous aussi, à propos d'héritage, on en parle ici même. Quelle est votre vision? Comment vous jugez aussi la vision des autorités publiques? Non, moi, je pense qu'avant même la CAN, pour ceux qui ont suivi le déroulement, l'organisation de la plus belle CAN jamais organisée, qui s'est avérée être la plus belle CAN, il faut être clair. D'abord, ils avaient eu l'État de Côte d'Ivoire a lancé des filières sport à cet effet-là, où il y a 5 000 jeunes qui vont être recrutés pour que ces lieux-là puissent avoir à travers le ministère de la Jeunesse. Voilà. Ce sera des endroits de vie. Ça, c'est une première option. Et je pense que l'UNESCO même s'est associé même à l'État pour pouvoir aussi aider à cela. Concernant les stades aujourd'hui, moi, j'étais à dire sur ce plateau qu'il faut que les Ivoiriens retiennent que le remplissage des stades n'est pas de la responsabilité de la Fédération ivoirienne de football. C'est de la responsabilité de qui? C'est de la responsabilité des clubs. Très bien. Si aujourd'hui, on entend les gens crier à corps et à cri, on veut un changement à la tête de la FIF, il est important que chacun de vous, chez vous, là, à l'Asie d'Abangourou, c'est au Korogo et autres, il faut que dans vos régions, vous commenciez à investir dans les clubs de vos régions. De sorte à ce que ces différents présidents de clubs-là puissent mettre à la tête de la FIF celui que vous voulez. C'est ce que je tenais à dire. Je ne ferai pas de débat, mais je voulais juste dire une chose. Oui. C'est l'argent du contribuable ivoirien que l'État prend pour financer justement la pratique du football au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc les Ivoiriens payent déjà assez pour que le football soit bien pratiqué. Il a donné une précision, non mais c'est un débat, mais l'argent du contribuable ne rentre pas dans l'organisation du championnat. L'argent du contribuable rentre dans les éléphants de Côte d'Ivoire. En revanche, évidemment, la FIF elle-même doit rendre son football attractif pour attirer un peu plus de sponsors, pour permettre au football de vivre, même si la FIF reçoit une subvention de la part de l'État pour l'organisation du football ici. Bien, en tout cas, on va remercier notre invité qui était avec nous. On a vraiment aimé vos avis, on a vraiment aimé, je dis ce mot aujourd'hui, votre vision, comment vous voyez les Ivoiriens dans les moments festifs et dans les moments aussi malheureux, parce que c'est important d'en parler. Et Christelle
Et évidemment, elle est d'accord avec moi. Merci beaucoup, honorable. Merci on aura toujours plaisir à vous recevoir. Merci bien. Et on reste ivoirois dans la tête, c'est clair. Ivoirois, reine, c'est ça. Merci beaucoup, honorable. C'était donc l'honorable Djebi de Zenola, député de Zenola, qui était avec nous pour parler un peu de son regard sur la CAN. Et après lui, le remplace immédiatement Madame Yasmina Dotia. Vous êtes présidente de l'association Aide aux enfants atteints du cancer. Et justement, André en parlait, demain, c'est la journée où ils sont célébrés, la journée où ils sont mis en lumière. Déjà, merci. J'adore ce que Christelle est en train de dire. Elle parle de célébrer. Ouais. Je rajouterais où nous devons montrer justement qu'on est attentif aux enfants qui ont une maladie aussi terrible que le cancer. Et nous sommes très heureux de recevoir quelqu'un qui est engagé dans ce combat. Merci d'avoir créé donc cette initiative. On imagine déjà pourquoi, mais est-ce qu'il y a une histoire personnelle qui vous pousse à créer donc une telle association? Bonsoir et merci. Notre plaisir. De m'avoir invitée. Une histoire personnelle, déjà il faut préciser que je ne suis pas la fondatrice de l'association. Cette association existe depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Elle a été créée à l'initiative de médecins oncologues pédiatres et de parents de malades à l'origine, parce qu'il n'y avait vraiment pas de structure pour l'accompagnement, pour l'accompagnement de ces familles-là qui étaient un peu livrées à elles-mêmes. Vu que le cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire n'est pas du tout subventionné. Donc ce sont des familles très souvent... Et depuis, ça n'a pas changé? Depuis en 10 ans d'existence? Toujours pas changé. C'est-à-dire qu'ils sont pris comme une maladie ou des malades maladie ordinaire, et donc les traitements sont entièrement à la charge des parents. Et il faut préciser que ce sont des traitements très longs. On peut parler de 2 ans, parce qu'il y a la chimie qui intervient. Voilà, 1 an et demi, 2 ans de traitement, et des traitements très lourds financièrement. Mais Madame Dotia, avec quand même le centre d'oncologie à Alassane Ouattara, ce centre de radiothérapie avec des technologies assez nouvelles, mais il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé à ce niveau. D'accord, certaines choses ont changé, mais il faut préciser que le centre d'oncologie à Alassane Ouattara n'a pas une vocation pédiatrique d'origine. Donc, actuellement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons que 2 structures d'accueil pour les enfants malades du cancer. Lesquelles? On a l'unité d'oncologie pédiatrique qui est logée au sein de la pédiatrie du CHU de Trècheville. Et un peu plus récemment, une unité à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Donc, en termes de capacité de lits d'hospitalisation, nous sommes à un peu moins de 30 lits. Nous sommes à un peu moins de 30 lits d'hospitalisation pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, avant de passer la parole à Herman, on peut avoir un chiffre? Est-ce que vous avez un chiffre? C'est la même question, Herman? Pour combien d'enfants? Pour combien d'enfants? Pour combien d'enfants? L'OMS estime à peu près à 1200, 1300 cas d'enfants découverts chaque année en Côte d'Ivoire. Chaque année, d'enfants probables, voilà. Mais ceux qui arrivent à rentrer dans le circuit de prise en charge sont estimés à 330. C'est pas vrai. C'est-à-dire que sur les 1300 à peu près, on a 330 qui arrivent quand même à rentrer dans le être pris en charge, soit parce que les parents ont un peu de moyens, soit parce que l'hôpital, une association qui prend en charge un peu. Et les autres, voilà. Ils ne sont pas pris en charge, ils sont hors du système et donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc on a une très forte taux de mortalité. Ça vous embouche un coin. C'est terrible. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être, je ne sais pas si c'est la question qu'Élisée doit vous poser. Oui, c'était un peu ça. Je voulais dire aujourd'hui, votre initiative, concrètement, comment elle se matérialise? Est-ce que vous apportez un appui financier? Est-ce que vous recensez, vous répertoriez des enfants qui sont en situation atteints de cancer, que vous envoyez dans un centre? C'est quoi en réalité votre initiative? Comment elle agit sur le terrain? Nous agissons au niveau de la prise en charge, une aide à la prise en charge financière, parce que comme je l'ai dit, ce sont des traitements excessivement longs et coûteux. Pour donner un exemple, certains parents, la plupart des parents que nous accompagnons et que nous soutenons viennent de l'intérieur du pays. Parce que déjà, il n'y a qu'à Abidjan qu'on a une prise en charge pour les enfants malades du cancer. Tout le reste du pays n'a pas d'hôpital. Et c'est sur ça, quand même, il y a peut-être, vous allez donner votre exemple, il y a peut-être un cri de cœur à lancer, parce qu'une zone comme Boaké, qui n'a pas de prise en charge... Des choses sont en train de se mettre en place. Très bien. Boaké, donc nous pourrons y venir. Donc je vous laisse continuer. Donc par exemple, pour commencer le traitement, lorsqu'un enfant, on soupçonne un cancer chez un enfant et qu'il est orienté vers l'un des centres de prise en charge, le CHU de Trècheville ou l'hôpital mère-enfant,
il y a ce qu'on appelle le diagnostic initial qui doit être réalisé par les médecins. Sans ce diagnostic initial, ils ne peuvent pas établir le protocole de traitement de l'enfant. Et les examens qui vont permettre aux médecins d'établir le niveau de la maladie, le niveau d'évolution de la maladie, tout ça, c'est estimé à peu près à 300 000 francs. Donc, quand vous voyez un parent paysan qui a déjà peut-être 6 enfants, 7 autres enfants au village et qui arrive avec un enfant, il ne sait pas trop ce que l'enfant a. Et lorsqu'il arrive, on lui dit, bon, pour pouvoir confirmer simplement la maladie de ton enfant, il faut payer 300 000 francs. C'est compliqué pour le parent. Juste pour confirmer même la maladie de ton enfant et te dire, on n'a pas encore commencé. On doit confirmer et te dire comment le soigner. Il faut payer 300 000 francs. Déjà, même le transport qu'il a payé pour venir, c'était difficile pour lui. C'est clair. Lorsqu'il arrive, il ne sait pas où loger parce qu'ils n'ont pas forcément de parents prêts à les accueillir. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Et donc, très souvent, juste le diagnostic initial, il y a une barrière. S'il n'y a personne pour les aider à ce moment-là, il y a des parents qui repartent avec les enfants. Mais justement, ils repartent, mais est-ce que derrière, il n'y a pas une... Je ne vais pas dire c'est un lobby, mais toutes ces idées autour de la médecine africaine, de la pharmacopée africaine, ça doit aussi être une vraie barrière pour beaucoup de parents. C'est une grosse barrière parce que malheureusement, il a été donné de constater sur les retours qu'on a avec les échanges de certains parents que la manifestation des cancers chez ces enfants-là sont souvent considérés comme des signes de malédiction. C'est ça. Voilà, parce que pour certains cancers, on peut avoir l'œil qui sort de l'orbite, le ventre qui est disproportionné, des déformations du visage et autres. Et on a tendance à attribuer ça à des sorts, à des mauvaises sorts. Il faut aller voir le sorcier ou le guérisseur. Et donc, très souvent, et c'est ce qui explique le grand taux de mortalité en Côte d'Ivoire, on les emmène très tard. Parce qu'ils vont justement essayer d'aller voir le féticheur ou je sais pas, le truc du village. Et donc, le temps qu'on se tourne vers la médecine conventionnelle, on est déjà à un stade avancé. Pour terminer, aujourd'hui, quelles sont vos attentes réelles aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir public et même des populations? Nos attentes, chaque 15 février, le lendemain de la fête de l'amour en plus, donc voilà, chaque 15 février, nous organisons des conférences. Nous essayons au maximum de sensibiliser parce que nous avons compris que déjà le cancer, dire qu'on va le guérir à 100%, ce n'est pas évident, mais on sensibilise beaucoup. Donc, nous avons tout le temps des cris de cœur. Nous adressons des demandes auprès du Programme national de lutte contre le cancer, du ministère de la Santé. Et on espère que bientôt, un jour, on sera entendu pour une prise en charge du cancer de l'enfant. Madame Yasmina Dotia, vraiment, pour le compte de cette association, l'association Aide aux enfants atteints du cancer, nous a sensibilisés et nous sommes toujours heureux de donner la parole à des personnes généreuses comme vous et les membres de votre association qui travaillent à apporter du bonheur à ceux qui parfois souffrent alors qu'ils n'ont pas... Ils ne le méritent pas, disons les choses comme ça. Exactement, merci d'être venu. Si je peux juste ajouter quelque chose rapidement, je sais que c'est le temps. Donc demain, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant. Nous avons donc des conférences et des sensibilisations au CERAO, aux 2 plateaux, pour la matinée à partir de 8h30. Il faut y aller. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur le cancer de l'enfant. Et contribuer financièrement. Et contribuer financièrement, ce serait une occasion. Très bien, merci en tout cas d'être venu. Et je sais qu'on termine avec cette note-là, mais pour moi, c'est une note d'espoir. On est à la veille de la fête de l'amour, on vient de remporter la CAN. Forcément, la Côte d'Ivoire fera quelque chose, le gouvernement ivoirien fera quelque chose pour ces enfants-là. Ils font partie de la Côte d'Ivoire, c'est l'avenir du pays. Merci d'être venu. André Bois. Merci, Christelle. Merci. Marius, merci. Daouda, Herman, Élisée. Merci. Merci. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk et les programmes. Continuez sur Live TV. Bonne fête de l'amour et bonne prière aussi demain matin à 6h. Aimez-vous.